Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Psychologie, ma chaîne culture, votre chaîne de témoignages. Je suis Florence Coteau, praticienne en psychothérapie et en PNL. Je vous reçois aujourd'hui pour vous faire entrer dans l'univers de Christelle. Abonnez-vous à votre chaîne pour suivre tous les témoignages. Je vous remercie de liker et de commenter cet audio. Vous me retrouvez également sur Spotify et sur Instagram. Comme d'habitude, chacune de mes interventions sera encadrée par cette sonnerie. Christelle est une femme de 37 ans qui vit à proximité de Bruxelles. Elle est scientifique. Elle travaille dans le domaine de la métrologie. Elle est mariée et a un enfant de 16 mois. Elle mesure 1m73 pour 135 kg. Elle est obèse. Elle est hypersensible également. Retrouvons-la immédiatement. J'ai l'impression que j'ai toujours eu des problèmes de poids. Si je devais décrire mon corps, je dirais que je suis grosse, grasse, mais pas au niveau de mon visage. Mon visage est fin. J'ai par contre des grosses hanches. Mes problèmes de poids sont anciens. À 6-7 ans, j'ai subi des moqueries sur mon poids à l'école. Ça a engendré un cercle vicieux. Je n'étais pas bien à cause de ces moqueries. Pourtant, quand je me regarde en photo à cette époque, je ne me trouve pas en surpoids. Ma mère, qui avait un problème avec l'image du surpoids, a voulu que je maigrisse. Alors elle m'a mise au régime. Depuis l'enfance, ça a été un parcours où j'ai essayé un peu tout et n'importe quoi pour maigrir. Entre les pilules magiques, l'hypnose, Weight Watcher, les diététiciens, nutritionnistes, etc. avec effet yo-yo garanti. Christelle se fait moquer à l'école pour son poids. Elle ne correspond pas aux critères de beauté de sa mère. Peut-être que la petite fille est réellement en surcharge pondérale. En tout cas, à ce moment-là de sa vie, elle n'est pas gênée par son poids. En la mettant au régime, sa mère semble trouver une solution à ses problèmes à l'école. Ou à ses problèmes à elle d'ailleurs. Mais en faisant cela, elle lui exprime aussi clairement qu'elle doit maigrir pour lui convenir. Christelle, à partir de là, va suivre tous les régimes qui lui seront imposés par sa mère jusqu'à l'âge de l'université. Elle va maigrir, elle va plaire à sa mère. En tout cas, elle acceptera tout pour y arriver. Ce système va fragiliser au fil du temps son estime d'elle-même. L'estime de soi se construit à travers la relation que l'enfant a avec ses parents. Le regard que portent ces derniers sur l'enfant est donc fondamental. Il est le socle sur lequel l'enfant va construire sa confiance en lui-même. Dans la relation entre Christelle et sa mère, on voit que la petite fille ne correspond pas à la petite fille idéale qu'aurait voulu sa maman. Elle va donc la transformer, la modeler, la façonner, elle va la faire maigrir. Inconsciemment, Christelle va enregistrer qu'elle doit se métamorphoser pour recevoir les félicitations si gratifiantes et surtout la reconnaissance si précieuse de sa mère. La Christelle en surcharge pondérale n'est pas l'enfant reconnu par sa mère. Elle doit faire l'effort de se transformer pour l'être. Pourtant, je faisais pas mal de sport. J'ai fait de la natation synchronisée, de la danse, du badminton. Dans ma famille, il y a du surpoids des deux côtés. Mes deux parents sont concernés, ainsi qu'une cousine qui est obèse et une tante qui est une ex-obèse. Ma sœur a 3 ans de plus que moi. Elle n'a pas de problème de poids, mais je vois qu'elle contrôle beaucoup. À l'école, vers 8 ans, ça allait à peu près. Mais vers la fin de l'année, un gars qui était leader dans la classe s'est moqué de moi et tout le monde a suivi, sauf mes amis qui m'ont soutenue. À la rentrée suivante, ma sœur changeait d'école pour poursuivre sa scolarité. Mes parents m'ont proposé de la suivre parce que c'était possible, mais j'ai refusé. Je pensais qu'avec les vacances, mes camarades avaient oublié et j'avais envie de retrouver mes amis. Je suis arrivée en septembre, toute fraîche, pensant que tout allait bien se passer, et là, dès le début, ça a été l'horreur. Les amis que j'avais conservés l'année précédente m'ont tous tourné le dos, ils ont suivi les autres. J'étais complètement exclue, j'étais tellement seule. Je ne me souviens pas trop de cette époque. Je pense que j'ai occulté beaucoup de choses. Je ne sais plus vraiment si j'en ai parlé à mes parents. Ça a changé toute ma perception des choses. Je suis devenue quelqu'un de très susceptible et très renfermé. Ce dont je me souviens, c'est que je hurlais tout le temps. Tout le monde me déteste et personne ne m'aime. Je veux mourir. La réponse à la maison était « Fais des efforts, ça va passer. Tout ça, c'est dans ta tête. » Alors après, j'ai arrêté d'en parler. Qu'est-ce qui se passe là? Christelle hurle sa souffrance. Ses parents lui disent de faire un effort. Elle a 8 ans et elle hurle qu'elle veut mourir.
Ils lui disent que ça va passer. Elle hurle que personne ne l'aime et ses parents lui disent que c'est dans sa tête. Mais ils ne lui disent pas qu'ils l'aiment. Christelle ne trouve pas de réconfort chez elle. Pire, ses parents lui imputent ses souffrances. Elle n'a qu'à faire un effort. Cette petite fille de 8 ans est harcelée et exclue à l'école. Et lorsqu'elle veut en parler, personne n'est là pour l'entendre. Alors la petite fille se tait. L'année suivante, j'ai changé d'école et c'était un peu mieux. Arrivée au collège, au début, ça allait et puis un jour, j'ai défendu une amie qui était moquée parce qu'elle était orpheline, ce que je trouvais totalement inadmissible. À partir de là, ça a été de nouveau l'exclusion, moquerie, etc. Pendant les temps de pause, j'étais totalement exclue. Pendant les temps de cours, j'étais à côté de mon amie et pendant les contrôles, alors là, tout le monde se battait pour être à côté de moi, pour pouvoir copier sur ma feuille parce que j'étais très bonne élève. Je suis restée 4 années dans cette école. J'ai commencé les antidépresseurs à 13 ans. À ce moment-là, j'ai suivi une thérapie, mais je ne me souviens absolument pas. Ma mère n'acceptait pas mon poids. Elle me faisait tout le temps des remarques. Elle est elle-même toujours au régime. On est fusionnelles toutes les deux et en même temps, c'est compliqué. Comme j'étais rejetée à l'école, mon foyer était mon refuge. Malgré tout, elle avait des phrases parfois blessantes, mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là à quel point ça me blessait, à quel point c'était toxique, à quel point ça allait rester gravé en moi. Elle a toujours plus ou moins tendance à me faire des réflexions pas sympas. Ma mère a un petit problème d'alcool. Je ne sais pas si je me rendais compte qu'elle buvait autant le soir. C'était surtout après ça qu'elle devenait blessante. Elle me répétait « On t'aimera jamais comme tu es » et plein d'autres choses comme ça. Je me souviens de ça quand j'étais dans l'adolescence. Elle peut plus me dire ça maintenant puisque je suis mariée et que j'ai un enfant. Lorsque Christelle me dit cette petite phrase, bien sûr elle est heureuse d'avoir un foyer et un enfant, mais d'un autre côté elle est aussi heureuse de ne plus avoir à entendre la litanie maternelle. Elle a prouvé à sa mère qu'elle se trompait, que quelqu'un l'aime malgré ses projections négatives sur sa fille. Christelle, d'une certaine manière, a réalisé quelque chose qu'on lui disait impossible depuis toujours. Ma mère n'est pas scientifique du tout. Elle est tellement ancrée dans la religion, elle est presque créationniste. Quand j'ai fait une thèse en biologie, elle n'acceptait pas que je cherche des explications scientifiques. Quand ça coince avec elle, j'essaye de comprendre où ça coince. Parfois, je lui dis « mais c'est pas logique ». Et là, elle n'accepte pas mon point de vue, elle se ferme et, quel que soit le sujet, il est clos. Mon père, lui, travaillait beaucoup. Il n'était pas très présent. Je peux pas vraiment dire qu'on était complices, non. Malgré tout, je lui ressemble un peu. Je pourrais dire de lui que c'est un complice absent. Il est ingénieur civil lui aussi et scientifique. Pour pas avoir d'ennui avec ma mère, il se tait. Les sujets importants, on n'en parle pas. Mes parents n'ont plus grand-chose à faire ensemble, mais ils sont catholiques pratiquants, alors ils ne divorceront jamais. Ils ont l'église en commun. J'ai pas connu mes grands-parents paternels. J'ai bien connu les maternels. On était très proches. Mon grand-père était fermier. À la retraite, il a donné un terrain à chacune de ses filles. C'est pour ça qu'on vivait tous au même endroit, comme dans un hameau, formé des maisons de mes tantes et de mes grands-parents. Avec ma sœur, c'était assez conflictuel. On était souvent à 3 avec une de mes cousines qui avait un âge intermédiaire entre elle et moi. Elle se mettait souvent à 2 et elle m'excluait. Du coup, si je me plaignais à un adulte, elle me reprochait d'avoir raconté et d'avoir trahi, et ça leur donnait une raison de plus pour m'exclure. C'était une situation quotidienne. À l'adolescence, on a dû changer d'école avec ma sœur. On devait prendre le bus. Elle m'a dit « Hors de question qu'on m'associe à toi, qu'on nous voit ensemble ou qu'on puisse deviner qu'on est sœurs. » Alors je faisais comme si on ne se connaissait pas. Maintenant, on est beaucoup plus proches. Elle est la marraine de mon fils et moi de sa fille. Ma mère cherchait toujours des solutions pour me faire maigrir. Pour elle, je devais absolument maigrir. Elle a trouvé un centre d'amaigrissement pour ados. Elle voulait absolument que j'y aille. J'avais 16 ans. J'ai fini par me convaincre que ce serait bien pour moi. Je me disais que les autres avaient subi l'exclusion eux aussi et que je me ferais de nouveaux amis. Mais en réalité, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Quand mes parents m'ont inscrit, les gens du centre d'amaigrissement ont été surpris que je ne sois pas en échec scolaire. A priori, les ados inscrits là-bas étaient bien souvent en retard niveau scolaire. Finalement, je suis arrivée pleine d'espoir, je dirais. Et j'ai été la tête de Turc pendant une année. Alors,
Autant avant je trouvais des excuses à ceux qui m'embêtaient, je me disais qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils me faisaient subir, qu'ils ne cherchaient pas à me faire du mal. Autant là, c'étaient des gens qui avaient vécu les mêmes moqueries que moi et qui savaient à quel point c'était douloureux. Ça a été très très compliqué à vivre. Les personnes qui nous encadraient ne se sont pas investies pour moi. Ils pensaient que je n'allais pas rester jusqu'au bout, mais moi je suis restée. J'étais rejetée par mes copensionnaires et je n'avais aucun soutien des éducateurs. Il y avait bien une psychologue, mais quand je l'ai vue, elle m'a parlé comme si j'avais 5 ans. Dans le programme annoncé aux parents, on devait apprendre à cuisiner, faire des courses. On n'a jamais rien fait de tout ça. On rentrait un week-end sur 2 chez nous. Ces week-ends-là, mes parents cuisinaient comme d'habitude, sans se préoccuper de mon programme ou de quoi que ce soit. Quand j'étais au centre d'amaigrissement, j'étais tellement mal que mon médecin généraliste a voulu changer mon antidépresseur pour un plus fort. Ça a été la catastrophe. J'ai voulu faire une tentative de suicide. Normalement, on n'avait pas le droit de téléphoner, mais voyant à quel point j'allais mal, mes parents m'ont quand même offert un téléphone portable et je m'enfermais dans mon armoire pour les appeler tous les jours en cachette. J'étais tellement seule. Un soir, ma mère a compris qu'il y avait un problème. Je pensais réellement à me suicider. Elle a appelé un numéro d'une fille que je connaissais et lui a demandé de venir dans ma chambre pour prendre mes médicaments et les lames de rasoir que j'utilisais pour les dissections en sciences. Moi, je me disais que comme j'étais dans la chambre tout au bout du couloir, que les autres ados s'en moquaient de moi, et les éducateurs aussi, personne ne pourrait intervenir à temps pour m'empêcher de mourir. Quelque part, c'est ça qui m'a sauvée, parce qu'à partir du moment où je pouvais mettre fin à ma vie quand je voulais, je pouvais avoir l'occasion d'avoir un jour de plus. Et c'est là que j'ai réalisé que je pouvais décider. Je contrôlais ça. C'est là que je m'en suis sortie. Pas des problèmes de poids, hein, mais des idées suicidaires. À la fin de l'année, tout le monde pleurait de devoir se quitter, et moi j'étais super heureuse de partir. J'ai vraiment perdu du poids dans ce centre, et puis j'ai tout repris après. J'ai arrêté les régimes quand j'étais à l'université. Je voyais que j'étais stable la plupart du temps. Je ne grossissais que pendant les périodes d'examen. J'ai décidé que j'avais d'autres priorités que surveiller mon poids et maigrir. J'ai rencontré mon mari en dernière année à l'université, dans le cadre d'un jeu de rôle. C'est mon premier homme. Nous venons tous les deux d'un milieu catholique. Plus tard, on m'a diagnostiqué un kyste à l'hypophyse. De façon générale, j'ai été bien accueillie par le corps médical. Enfin, j'ai tout de même le souvenir d'une fois aux urgences où ça ne s'est pas très bien passé. Enfin, ça s'est pas très bien passé jusqu'à ce que je fasse état de mon degré d'étude. Soudainement, tout a changé. C'était le moment où on m'a diagnostiqué mon kyste à l'hypophyse. J'avais des symptômes, alors mon médecin généraliste m'a envoyé à l'hôpital aux urgences. J'ai été accueillie par un médecin qui m'a dit que tout ça, c'était dans ma tête, jusqu'à ce que je fasse état de mon niveau d'études. J'étais en pleine thèse de doctorat et là, soudain, le regard, le ton, la conversation ont été extrêmement différents. Grâce à mon niveau d'études, j'ai eu droit à de vrais examens médicaux et un diagnostic. C'est horrible. On se rend compte ici de l'importance de la perception du corps de l'autre. Quand l'urgentiste reçoit Christelle, il refuse de l'examiner, il refuse de faire les examens et donc de poser un diagnostic. Il refuse bel et bien de la soigner. Pour lui, malgré qu'elle soit envoyée par son généraliste, ses symptômes sont dans sa tête. Est-ce qu'il pense que son obésité est la preuve qu'elle ne prend pas soin de sa santé et que donc il n'a pas à s'investir pour la soulager ? Ce n'est que lorsqu'il connaît son niveau d'études qu'il prend au sérieux ses symptômes. Il se rend compte qu'elle n'est pas idiote. Pourquoi penserait-il donc qu'elle manque d'intelligence ? Parce que depuis la Renaissance, c'est l'image qu'ont les obèses. Je ferai un audio sur l'histoire de l'obésité très prochainement. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que nous savons que l'espérance de vie des obèses est plus courte que celle des personnes non obèses. Il est vrai que le diabète, l'hypertension, le cholestérol sont des maladies souvent associées à l'obésité qui font que la vie des obèses est raccourcie par rapport au commun des mortels. Mais l'absence de soins pèse également dans la balance. À ce jour, la quasi-totalité des témoins que nous avons suivis ont eu des difficultés à avoir accès aux soins à cause de leur obésité. Aujourd'hui, je suis suivie par une endocrinologue pour mon kyste. C'est hormonodépendant. Le kyste a un effet mécanique qui perturbe mes hormones. Entre autres, ça provoque chez moi une hypothyroïdie et je suis sous traitement. Je n'ai pas de pathologie liée à l'obésité. Étant donné que mon kyste à l'hypophyse est hormonodépendant, la question d'avoir un enfant se posait.
Mon endocrinologue n'avait pas de réponse à m'apporter. Alors finalement, j'ai arrêté la pilule de mon propre chef. J'ai essayé de perdre du poids au moment où j'ai voulu être enceinte. Le régime s'est mal passé et j'ai repris le poids que j'avais perdu. Ma grossesse s'est déroulée normalement. Au début, j'ai vu une gynéco qui m'a débité tous les clichés sur la grossophobie. Alors j'ai changé de médecin. L'accouchement s'est bien déroulé, mais j'ai eu des idées suicidaires post-accouchement. Le fait de devenir maman, ça me replonge parfois dans ma propre enfance, mais je me rappelais pas vraiment de cette période de ma vie. Alors, j'ai essayé de parler à mes parents, de savoir si eux se rappelaient des bons moments qu'on avait passés ensemble. En fait, ils m'ont dit que quand j'étais petite, j'étais susceptible et colérique. Enfin, ils m'ont dit que des choses négatives sur moi. Quand j'explique à ma mère que j'ai besoin de comprendre d'où je viens, elle me sort encore tout ça c'est dans ta tête, tu n'avais qu'à faire des efforts pour t'intégrer. Mais tout quoi? Moi, j'arrive pas à comprendre. J'aurais voulu partager des souvenirs agréables avec eux, mais quand ils me parlent de moi petite, ça peut donner tu parlais tout le temps des dinosaures, ça nous faisait chier, alors t'as arrêté d'en parler. Je me rends compte que tout ça n'est pas très positif. Je ne sais pas si ma mère boit toujours de la même manière. Personne n'a jamais abordé l'alcoolisme. On ne parle pas de ces choses-là chez nous. Non, nous, on va à l'église. Ma mère adore ses petits-enfants. Ma sœur a 2 filles, moi un petit garçon. Elle adore passer du temps avec eux. Elle est très présente pour eux. Elle n'est pas négative comme elle peut l'être avec moi. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça avec moi. Je me rends compte qu'elle a toujours été comme ça. Elle aime partager des moments avec mon fils. C'est chouette pour elle et pour lui. Le reste est un peu bizarre. Je trouve bien que mon fils puisse avoir une grand-mère. Elle est très demandeuse. Ce que j'aime moins, c'est que chez moi, c'est pas toujours super rangé. C'est pas forcément fondamental pour nous. Et je sais qu'elle va me faire des réflexions. Elle ne vient jamais me voir. Elle vient voir son petit-fils. Elle ne passe que 5 minutes à la maison parce qu'elle ne va pas bien. Je n'aimerais pas qu'elle vienne me voir, moi. Je sais qu'elle me ferait des milliards de commentaires sur l'état de ma maison. À chaque fois qu'elle vient, elle me fait des réflexions. Tout ce qui me concerne est négatif. Actuellement, je n'ai pas d'activité sportive autre que courir après mon fils et me promener. C'est plutôt sympa comme activité. Dans les conditions actuelles, je n'ai pas envie de maigrir. Je sais que quand je commence à contrôler mon poids, ça devient une obsession. C'est stressant et actuellement, j'ai bien d'autres choses à gérer. Lorsque je la vois, ma mère ne voit pratiquement que mon obésité. Elle a compris que ça ne sert à rien de m'en parler, mais ça reste un problème pour elle. Mon père, lui, n'en parle pas. C'est très difficile de savoir ce qu'il en pense. Mes collègues de travail me voient comme une personne dynamique, professionnelle, ouverte et souriante. Dans la précédente entreprise où je travaillais, j'ai fait un burn-out parce que avoir été élevé dans la religion catholique avec l'idée de se sacrifier pour les autres, c'est déjà un gros élément. Et en plus, j'ai un syndrome de l'imposteur. Je dois en faire plus pour être légitime. Comme je suis grosse, je dois tout donner. Pour finir, mon ancien patron en a bien profité. Il était manipulateur et exploiteur, sans compter que j'avais des divergences d'opinion, pour moi éthiques, par rapport à certains de ses comportements. On traitait des sujets de sécurité. Je ne peux pas en dire plus, hein. Lui, il trouvait les règles de sécurité trop contraignantes à son goût. Il ne traitait pas ses employés de manière équitable, il n'était pas juste. Moi, j'ai pas pu continuer à travailler dans ces conditions. Je suis hypersensible. Je réfléchis tout le temps, je me projette, j'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Si j'atteins pas mon objectif, je peux me dire par exemple que je suis une mauvaise mère parce que, par exemple, j'étais un peu énervée, un peu fatiguée, je me suis agacée alors que je sais bien que mon fils a mal aux dents en ce moment. Je suis toujours dans ce genre de contrôle. Je sais aussi que mon mari a besoin de moi quand il rentre le soir du boulot. Alors voilà, je tiens compte de ma sensibilité et de la sensibilité de mes proches. Malgré mon parcours, les moqueries et tout ça, je reste quelqu'un qui fait très vite confiance. Je pars de l'idée que les gens sont de bonne foi et que je peux les croire. En science, c'est différent. J'essaye toujours de me mettre à la place de l'autre pour comprendre son point de vue. Chez nous, c'est mon mari qui cuisine. Nous mangeons ce que nous cuisinons. On se fait livrer des boîtes avec des ingrédients frais dedans. On commande chaque semaine pour 5 repas. Il y a les fiches recettes avec. Et il n'y a plus qu'à suivre le déroulement de la recette. On prépare tous les jours nos repas à la maison. Ça nous permet de manger équilibré, varié, avec des produits frais et de saison. En dehors de ces repas, nous mangeons des tartines avec de la charcuterie. La préparation des repas ne nous prend pas vraiment beaucoup de temps. On a mis ça en place après la naissance de notre bébé. Ça nous libère du temps.
Ça peut m'arriver de manger fast-food environ 2-3 fois par mois. Mon problème avec la nourriture n'a jamais été pendant les repas, c'est plutôt les fringales entre les repas. Plus jeune, à l'heure où je rentrais de l'école, je pense que j'avais besoin de combler le vide émotionnel que toutes les moqueries et le rejet provoquaient. Ce sont mes années de thérapie qui parlent. J'avais besoin de combler ce vide par une prise importante de nourriture. J'ai des crises d'hyperphagie, ça m'arrive de temps en temps. C'est lié à l'émotionnel. Plus j'essaye de contrôler mon poids, plus les crises sont là. Il y a plus de 2 ans que ça m'est plus arrivé. Je me suis vraiment lâché la grappe avec cette histoire de ce que je mange, de ce que je contrôle, etc. Avec le stress et la fatigue, si je contrôle plus mon alimentation, je vais droit dans le mur. D'une certaine façon, le fait de commander les repas à cuisiner, c'est un certain contrôle. Mais je fais des courses à côté et il y a toujours des chips et d'autres choses qui font grossir à la maison. Je me suis rendu compte qu'il valait mieux que j'en ai parce que sinon ça peut devenir obsessionnel. Si je sais que j'en ai, je vais pas forcément en avoir envie. Si j'en ai pas, je vais aller en acheter et je vais manger. Ça me rassure que ce soit là. Quand je faisais des crises d'hyperphagie, je mangeais plutôt des choses sucrées. Il y a quelques jours, quand mon fils a fait une dent, il a été malade et j'ai été très fatiguée. Du coup, j'ai pas mal grignoté. C'était un grignotage remplissage, mais ça reste moins important que les crises que je pouvais faire avant. Je mange surtout le soir quand mon bébé est enfin couché et que je suis enfin au calme. C'est difficile pour moi de perdre du poids parce que je grignote pour gérer mes émotions. Si je vis des émotions en période de régime, j'ai l'impression de ne pas avoir les moyens de les gérer et ça devient encore plus problématique. Ça devient une espèce de spirale où j'ai l'impression de garder le contrôle et que du coup j'en ai encore moins. C'est assez paradoxal. Si je me mettais au régime, j'aurais tendance à me peser tous les jours alors que je sais que c'est pas la chose à faire. Quand je suis au régime, j'ai besoin de tout compter, tout regarder, tout vérifier, tout contrôler. Je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup anticiper, à beaucoup cogiter. Ça prend toute la place. Dès qu'il y aurait un petit craquage, ce serait un drame. Enfin, c'était comme ça avant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de régime. Je n'ai jamais pensé à la chirurgie bariatrique parce que dans mon entourage, certains l'ont fait, hein. Ça ne marche pas forcément et parfois les conséquences peuvent être dramatiques. Je fais le lien entre ma prise de poids et mon mal-être. Quand je vais pas bien, je mange beaucoup plus. Après mon accouchement, j'ai perdu environ 20 kilos et depuis, je suis stable. À part la perception visuelle que les autres peuvent avoir de moi, j'ai pas de problème avec mon poids. Je vais bien, ma santé est bonne. Je suis pas bien dans mes baskets, mais c'est pas à cause de mon poids. J'ai fait une dépression et de temps en temps, je suis déprimée. Pour moi, c'est pas assez compris. Il y a beaucoup de tabous dans la société autour de la dépression. On n'en parle pas beaucoup. De fait, ce n'est pas compris par les gens. Ceux qui ne sont pas passés par là eux-mêmes ou à travers un proche ne savent pas ce que c'est. Ils ont tendance à faire des raccourcis, à tomber dans les clichés. C'est difficile d'en parler. Parfois, des gens acceptent d'en parler, mais pour conclure par un bon, c'est pas si grave que ça. Je dis pas que c'est grave, je dis que c'est important de reconnaître que parfois, on va pas bien. Sur les réseaux sociaux, il y a cette culture de montrer que tout va toujours bien, que la vie est géniale. Je trouve que les gens ne savent plus entendre, je vais moins bien. C'est pas s'apitoyer sur soi-même que d'admettre qu'un jour, on va moins bien. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. Je trouve super important de le reconnaître et de se laisser ce moment où on va moins bien pour pouvoir aller mieux après, hein, et ne pas tout enterrer sous des couches de oui, je vais bien, merci. Moi, je laisse une place pour les jours où je ne vais pas bien, pour les jours où je vais moins bien. Je veux pas enterrer ça jusqu'à ce que ça craque. Les gens ne comprennent pas si, lorsqu'ils demandent comment ça va, on répond pas bien. Ça les met mal à l'aise. Alors, ils essayent de trouver des solutions, mais je leur demande pas de solution. C'est juste qu'au moment où ils me le demandent, là, je vais pas super bien, c'est tout. Et je trouve ça agaçant parce que c'est constructif pour personne. Je me rends bien compte que saluer quelqu'un en demandant si ça va, c'est de la convention sociale. Je fais la différence entre un collègue de travail et un proche. Mais si c'est un proche qui pose la question, pour moi, il est capable d'entendre la réponse. Je ne veux pas être obligée de toujours dire que tout va toujours bien. En tant que jeune maman, j'ai peur de tout rater. Il y a, il y a une personne finalement dans mon entourage à qui j'ai vraiment pu parler. Une femme que je connais depuis longtemps et qui pour moi faisait tout parfaitement. Elle allait toujours bien. Elle n'a jamais parlé d'un certain mal-être. Et finalement, elle est aujourd'hui en dépression. Je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'être dans la convention sociale avec nos proches.
On devrait pouvoir exprimer nos doutes, notre mal-être avec eux et éventuellement recevoir du soutien. C'est pas un apitoiement sur soi que d'identifier les moments où ça ne va pas. Après, je suis consciente que j'ai de la chance parce que nous sommes propriétaires de notre maison, on vit dans un endroit super sympa, mon couple est stable et j'ai un petit garçon qui va bien. Par contre, je n'aurai pas de deuxième enfant parce que mon mental ne supporterait pas. Si mon enfant dépassait la courbe haute du poids, je me dirais qu'il a peut-être hérité de ça, d'un point de vue génétique, bien sûr. Je pense qu'avant la puberté, c'est contre-productif d'engager un régime ou un truc du genre. J'aurais l'idée de voir s'il n'y a pas un souci de santé là-dessous. Je veux donner l'exemple à mon fils, je veux qu'il apprenne les différences, qu'il sache qu'il n'y a pas de nourriture taboue. J'aimerais qu'il respecte ses envies et son instinct, qu'il sache s'écouter et qu'il se fasse confiance. Christelle ne se rend probablement pas compte au moment où elle le dit, mais elle envisage d'éduquer son fils à l'opposé de l'éducation qu'elle a reçue. Elle le reçoit et l'aime comme il est. Elle veut lui donner la possibilité de s'écouter et donc de fait, elle donne de la valeur aux ressentis et aux mots de son fils. À cause de mon obésité, je n'ai pas accès au respect de base. Parce que je suis grosse, je ne suis pas respectée comme les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de barrières que j'ai franchies dans ma vie sans réfléchir parce que, tout simplement, je ne savais pas qu'elles étaient là. Il y a 2 événements marquants qui sont arrivés coup sur coup et qui m'ont vraiment étonnée. Ça s'est passé dans les 2 premières années de ma thèse. Nous sommes allés à un événement mondain que nous fuyions d'habitude avec mon mari. On a rencontré quelqu'un qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu que je faisais une thèse. La personne m'a regardé de haut en bas et est partie. Dans la même soirée, c'est arrivé 2 fois. Alors je me suis demandé ce que j'avais dit, et puis je me suis fait cette réflexion. C'est vrai que des gens qui ont mon physique à ce niveau d'études-là, on n'en voit pas beaucoup. Pendant toutes mes années à l'université, je n'ai pas vu d'autres personnes corpulentes comme moi. Mon poids, les rejets dont j'étais l'objet, n'ont jamais été un frein à mon avancée intellectuelle. Je crois que j'ai franchi ces barrières sans savoir qu'elles étaient là. Il y a d'autres barrières que je me mets moi-même et que je franchis aussi, comme aller à la piscine, par exemple, avec l'angoisse que les gens se moquent de moi. Je me dis que c'est con de me priver de quelque chose que j'aime bien pour un truc qui n'arrivera peut-être pas. Je stresse, hein, c'est clair, mais j'y vais. En quoi, si un connard se fout de ma gueule, ça devrait m'empêcher de faire ce que j'aime? C'est pas toujours facile, et ça a même parfois été difficile, mais pourquoi laisser la méchanceté des autres gagner alors que c'est ma vie à moi? Jusqu'à ce jour, à la piscine, on s'est jamais moqué de moi. Ça aurait été dommage de m'en priver. Je suis hypersensible, alors je suis obligée d'être dans le contrôle parce que c'est pas toujours le moment de laisser sortir certaines émotions. Globalement, je suis quelqu'un d'assez posé ou mesuré, à part sur les sujets de poids ou de ma maman, qui sont toujours sensibles. Pour le reste, je suis plutôt modérée. De façon générale, je n'aime pas trop l'imprévu. En réalité, ça dépend de mon état d'énergie. Si je vais bien, il n'y a pas de problème. Mais plus je suis fatiguée, plus j'ai besoin que tout soit planifié. Ça me rassure. J'aime savoir où je vais, que tout soit anticipé, organisé. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui a besoin que tout soit parfait, mais je pense que je devrais lâcher la pression que je me mets dessus. Finalement, c'est pas vraiment du contrôle, mais de la pression que je m'impose. Je suis pas sûre d'avoir déjà lâché prise, mais j'ai déjà descendu pas mal d'échelons sur la pression que je me mets à moi-même, sur les objectifs à atteindre, sur les critères des choses à faire. Je pense que j'ai lâché des crans petit à petit. Aujourd'hui, j'apprécie la solitude. Plus jeune, j'étais rejetée et je la subissais, mais maintenant, quand j'ai la chance d'être un peu seule, ça me permet de faire le bilan de ma journée, de voir comment je me sens. C'est un temps pour moi. De façon générale, je ne suis pas très sociable. Malgré tout, j'ai quelques super amis et je me trouve chanceuse de les connaître. Dans notre société, quelqu'un qui ne peut pas perdre de poids, c'est une personne qui n'a pas de volonté. Non. Non, je suis quelqu'un qui a de la force et de la volonté, mais alors pourquoi j'y arrive pas? Des fois, je me dis que, ben si, je dois y arriver. Quand je pense comme ça, tout prend des proportions énormes. Au boulot, je suis pareil. C'est pour ça que j'ai fait un burn-out. Je ne serai pas comme ça avec mon fils. J'ai appris de mon burn-out. Mon fils est un individu à part entière. Il n'est pas moi, ni une extension de moi. J'ai souffert des projections que les gens faisaient sur moi.
y compris et surtout celle de ma mère, parce que je ne correspondais pas à ce qu'il projetait sur moi. La plus belle chose qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime, c'est de le laisser être lui-même. Je passe des bons moments avec mon fils. Mon mari adore la musique. Il voudrait transmettre ça à notre fils. Moi, je pense qu'il doit avoir le choix. Malgré le fait que j'ai du mal à reconnaître mes compétences, je dois dire que je suis quand même docteur en sciences et ingénieur, et ce n'est pas rien. J'en suis fière. Là où je suis aussi fière, c'est que malgré les coups que j'ai reçus, je suis restée quelqu'un d'ouvert et de gentil. Je pense que régime est un mot à bannir du vocabulaire. Ce mot a vraiment une aura négative. Je peux comprendre que les gens aient besoin de faire des régimes pour des raisons médicales, mais dans ces cas-là, notre objectif ne devrait pas être la perte de poids, mais simplement régler des problèmes de santé. Régime. Ce mot est tellement connoté négativement qu'il faudrait le supprimer. Je pense qu'on peut perdre du poids sans douleur. Ça passerait par un travail sur la personne, voir s'il y a un problème psychologique, physiologique ou une combinaison des deux, et travailler sur ces racines-là. N'importe quelle autre solution ne résoudra pas le problème. En ce qui me concerne, le grignotage est une sorte de réconfort. Je pense que mon rapport à la nourriture s'est apaisé. Il a fallu que je travaille sur ce que représente la nourriture, la culture des régimes pour moi, sur ce que je veux aussi être par rapport au monde, par rapport à ma mère. J'ai fait ce travail. Il y a encore des choses à déconstruire, mais j'ai bien avancé là-dessus. En ce moment, je suis heureuse avec mon mari et mon fils. Alors tout va bien. Merci Christelle pour ce partage et je vous remercie d'avoir écouté cet enregistrement jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour cela, abonnez-vous à votre chaîne, merci de liker, n'oubliez pas de me laisser votre commentaire. Vous me retrouvez également sur Instagram et sur Spotify. En attendant de nous retrouver, prenez soin de vous et à très bientôt!